Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire recaler d'une attraction parce que vous étiez trop petit ou encore d'un casino parce que vous n'aviez pas 18 ans? Ces règles sont souvent un peu embêtantes, mais elles existent pour une raison. Ici ta sécurité dans une attraction à sensation forte ou encore éviter l'addiction aux jeux d'argent chez les mineurs. Mais outre des interdictions liées à l'âge ou à la taille, certains lieux interdisent leur accès à près de 50% des habitants de la planète aux femmes. Même si ces interdictions concernent des plages, des parcours de golf ou encore des stades de foot, elles touchent souvent le domaine du religieux. Avec un lieu en particulier, une région montagneuse sacrée de Grèce interdite aux femmes et que l'on va découvrir ensemble dans cette vidéo, le mont Athos. Situé au nord de la Grèce, au bout de la péninsule d'Actée, la plus au nord de la Chalcidique, le mont Athos, c'est avant tout cette très grosse montagne, culminant à plus de 2000 mètres d'altitude et surplombant la mer Égée. D'ailleurs, Athos, c'est le nom d'un géant dans la mythologie grecque qui aurait balancé un rocher sur Poséidon lors de la bataille entre les géants et les dieux, ce rocher tombant dans la mer et formant le mont Athos. Peuplé depuis de nombreux siècles avant Jésus-Christ, les premiers ermites chrétiens s'y installent au IVe siècle et un premier monastère orthodoxe est construit en 963 par le moine byzantin Athanase l'Atonite. Puis durant plusieurs siècles, 19 autres monastères poussent sur la péninsule et forment tous ensemble dès le XIe siècle la communauté monastique du mont Athos. Alors, cette communauté, qui existe toujours aujourd'hui en 2024, malgré la domination ottomane ou encore les guerres mondiales, n'est pas juste une assemblée religieuse, mais une vraie région autonome au sein de la Grèce, ayant ses propres règles et lois dont on parlera un peu plus tard. D'une superficie de 335 km², soit 3 fois Paris, la communauté monastique du mont Athos est peuplée par environ 2000 moines répartis dans les 20 monastères de la péninsule qui sont stavropégiaques, c'est-à-dire directement sous le contrôle du patriarcat œcuménique de Constantinople, la plus haute juridiction de l'église orthodoxe. On retrouve également plusieurs skythes, des communautés ermites de moines vivant hors des monastères. Il y a aussi sur la péninsule un village laïque, Cariès, peuplé par environ 200 personnes, dont beaucoup travaillent dans l'administration de la communauté. Les monastères sont souvent très différents les uns des autres, même s'ils restent tous orthodoxes, et sont également classés dans une hiérarchie atonite, de 1 à 20, selon leur influence, taille et date de fondation. Par exemple, le premier dans la hiérarchie, c'est le monastère de la Grande Laure, qui est le plus ancien, celui qu'a fondé Athanase l'Atonite en 963, ainsi que le plus grand de la péninsule, alors que le dernier, celui de Constantinitou, fondé au XIe siècle, n'accueille qu'une vingtaine de moines. On peut également noter qu'avec ses nombreux artefacts, le mont Athos est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Passons maintenant aux règles très spéciales qui régissent la communauté monastique du mont Athos. Le territoire est soumis à la règle de l'Abaton, écrite en 1046 par Constantin IX Monomaque. Et donc, la vie des moines est globalement de prier, même de beaucoup prier. Mais pas de prier pour n'importe qui, mais pour la Vierge Marie. Selon les dires, Marie et Jean l'Évangéliste se sont retrouvés sur cette péninsule lors d'un voyage vers Chypre, et subjugués par la beauté du lieu, la Vierge Marie aurait demandé à Dieu de lui donner cette montagne, ce qu'il accepta en disant que cet endroit soit ton jardin et ton paradis, ainsi qu'un havre de salut pour ceux qui cherchent à être sauvés. Depuis, le mont Athos est surnommé le Jardin de la Vierge Marie et est devenu un lieu hautement sacré pour les orthodoxes du monde entier. Mais vous savez, Marie est un peu possessive, donc c'est pour ça que la règle la plus connue de l'Abaton, c'est qu'aucune femme n'est tolérée sur la péninsule, et ça va même plus loin, vu que toutes les créatures femelles, comme les biches, les renardes, ou encore, je sais pas, les tortues femelles, sont également interdites. La vraie question, c'est pourquoi interdire les femmes ici? Certains disent que c'est parce que la seule femme qui a le droit de vivre au mont Athos, c'est la Vierge Marie, point barre, tandis que d'autres avancent l'idée que c'est pour ne pas distraire les moines et de leur faire penser à d'autres femmes que la Vierge Marie, et donc de devenir des pêcheurs. Alors, cette règle qui date de presque un millénaire s'applique toujours en 2024, ils sont un peu restés dans le passé, on est d'accord, mais ils acceptent certains animaux femelles, les poules pour leurs œufs, et les chattes qui chassent les rongeurs, donc finalement ces règles peuvent être un poil plus flexibles. Et même si les femmes risquent de la prison en rentrant sur le territoire de la communauté, généralement, si elles sont bien déguisées en hommes, elles sont acceptées, comme la française Maryse Choisy qui a écrit le roman Un mois chez les hommes, racontant son aventure chez les moines orthodoxes du mont Athos. Puis pour finir avec l'interdiction d'accès, la péninsule est également interdite à certains hommes, les mineurs, les eunuques, ceux qui n'ont plus de descendance, on va dire, et aux hommes glabres, donc sans un poil sur le menton. Alors je vous rassure, si vous n'avez toujours pas de barbe à 30 ans, aujourd'hui, il ne te recale plus pour ça, ni d'ailleurs si t'es eunuque, vu que c'est quand même assez difficile de vérifier, on va dire. Sinon, si vous êtes un homme, vous pouvez accéder au jardin de Marie, enfin, avec un peu de chance quand même.
il faut obtenir un laissez-passer appelé Diamonityrion à Thessalonique ou à Ouranopolis qui coûte une trentaine d'euros, sauf qu'il n'en délivre que 10 par jour aux non-orthodoxes. Donc, si tu te lèves un peu tard, ta journée elle est foutue. Également, l'accès à la péninsule se fait uniquement par bateau, donc s'il y a beaucoup de houle, tu peux remettre ton séjour à plus tard. Sinon, il est possible de se déplacer avec des moines, moyennant finance bien sûr, ainsi que d'être logé et nourri dans un des monastères pour assister à la vie des religieux. D'ailleurs, c'est une bonne question. Mis à part prier, ils font quoi les moines? Eh bien les religieux des différents monastères ont tous un petit boulot. Portier, jardinier, iconographe ou encore cantinier. Tous les monastères de la communauté sont approvisionnés directement par cette dernière via la mer, leur permettant de recevoir de la nourriture et des médicaments, mais attention, aucun divertissement. Pas de Mario Kart entre moines par exemple, faut rester concentré sur la Vierge Marie. C'est pas une colonie de vacances non plus. Puis même si la mer est d'un bleu magnifique et qui fait 45 degrés, il est bien sûr interdit de se baigner, même pour les visiteurs. Cependant, même si les monastères ont tous des fonctionnements similaires, certains sont quand même un poil différents des autres. L'orthodoxie ne s'arrête pas à la Grèce, et même si beaucoup de monastères sont surtout peuplés par des Grecs, quelques autres ne le sont pas en majorité. Le monastère de Hilandar est surtout peuplé par des Serbes et Monténégrins, le monastère de Saint-Panteleimon est composé de Russes, avec son style architectural, on aurait pu le deviner, le monastère de Zografou est peuplé par des Bulgares, ou encore le monastère d'Iveron, avec une forte communauté géorgienne. On retrouve aussi des skythes majoritairement roumains, avec même des Français vivant sur le mont Athos, donc cette péninsule est un vrai melting pot orthodoxe. Puis de toute manière, qu'ils soient serbes, français, russes ou chypriotes, s'ils sont acceptés dans un monastère, ils obtiennent automatiquement la nationalité grecque. Mais les différences entre monastères ne sont pas forcément que culturelles ou linguistiques, mais aussi dans la façon de pratiquer l'orthodoxie. Certains ont une approche assez tranquille, accueillant souvent des touristes et souhaitant une plus grande ouverture de leur religion, alors que d'autres ont des positions fondamentalistes très fortes. Le plus engagé des monastères du mont Athos, c'est celui des Sphygménou. Outre son style de château fort, ce monastère accueille ses visiteurs avec une gigantesque banderole sur laquelle on peut lire Orthodoxia et Thanatos, l'orthodoxie ou la mort. Ça plante bien le décor. Les moines de ce monastère sont en conflit ouvert avec le patriarcat œcusémique de Constantinople, et pour cause, ils font partie du mouvement vieux calendariste et sont contre l'œcuménisme, c'est-à-dire l'objectif d'unir tous les chrétiens des différentes branches, catholiques, protestants, adventistes, orthodoxes et ainsi de suite. Donc depuis que le patriarche de Constantinople, Athénagoras Ier, a rencontré le pape dans les années 60, ils s'en sont totalement détachés et deviennent de facto des dissidents du mont Athos. Ils sont considérés comme expulsables depuis 2005 et un nouveau contingent de moines est prêt à prendre la relève. Mais en tant que fondamentalistes, ils ne vont clairement pas abandonner le jardin de la Vierge Marie. Ils posent un recours en justice, qui ne passe pas, et décident de rester cloîtrés dans leur monastère. Vous vous doutez que la justice et tout le reste de la communauté vont tout faire pour qu'ils se barrent, on leur coupe les vivres, leurs appartements hors de la péninsule sont saisis, quand la police intervient en 2013 pour saisir leur bâtiment officiel à Cariès, ils sont reçus par des lancers de cocktails Molotov. Je rappelle qu'on n'est pas en région parisienne, mais on parle de moines orthodoxes qui ressemblent à ça. Là on peut clairement dire que l'habit ne fait pas le moine. Et d'ailleurs certains moines des Sphygménou ont des peines allant jusqu'à 20 ans de prison qui les attendent s'ils sortent de la communauté monastique. Mais malgré tout ça, les moines frondeurs vivent toujours dans leur monastère, s'approvisionnant par contrebande et acceptant la venue de journalistes pour raconter leur combat contre les autres moines orthodoxes du mont Athos. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur la communauté sans femmes du mont Athos. J'espère que vous avez apprécié découvrir tout ça avec moi. Trouvez-vous ça normal que des lieux soient toujours interdits aux femmes en 2024? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas le like, c'est la récompense, de vous abonner à la Géozone pour ne pas rater les prochaines vidéos et de venir me follow sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine dans la Géozone, ciao! Break it down.